Donc je vais parler, dans ce premier épisode de la royauté au quotidien de la vie au château. Donc tout d'abord, quand on parle de château, il faut savoir qu'on parle d'un symbole du pouvoir, d'une marque de souveraineté sur un territoire. C'est le fief du seigneur. Que ce soit, hem, à l'époque, par exemple de la Grèce mycénienne, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ou encore au Pays de Galles, une ville qui s'appelle Carnarfon, qui était une ville fortifiée et qui s'inscrit dans la liste, des châteaux qui ont été construits par Édouard Ier, ou même on peut dire donc ça c'est la période médiévale et même on peut dire par exemple la période celtique avec, Maiden Castle en Angleterre durant l'âge de fer, c'est-à-dire le 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, qui a été pris plus tard par les Romains. Quelle que soit l'époque, le château, c'est le symbole du pouvoir, c'est la marque de souveraineté du seigneur. On sait que les châteaux, dans la plupart des cas, d'après les traces archéologiques, se situent plutôt, sur les collines, généralement. Donc j'ai décidé de m'attarder sur, la période médiévale, particulièrement, période médiévale, centrale et tardive, c'est-à-dire le 9-10e siècle jusqu'au 15e siècle. Et donc j'ai pris cette décision au niveau chronologique pour, aborder l'évolution des fortifications parce que c'est assez intéressant, de voir comment, les châteaux ont évolué entre le Moyen Âge central et le Moyen Âge tardif. Et c'est assez intéressant de voir comment, c'est devenu un lieu de rencontre, un lieu de prestige, mais aussi un lieu d'enjeu, politique entre, les différentes provinces, voire entre les différents royaumes au cours de cette, période. La problématique, la question sur laquelle on se pose, c'est quelle vie était menée au château pour les différents acteurs? Tout d'abord, en première partie, je vais commencer par, parler de l'évolution de la construction du château. Comment on est passé du château en mode de bois jusqu'à la maçonnerie, jusqu'aux forteresses, en maçonnerie de pierre. Quel est le rôle de l'église au sein du château? Et la fonction, des des différentes pièces, dans l'ensemble des châteaux. Ensuite, Heu, ensuite, je vais aborder le rôle des différents acteurs et des diverses pièces du château, à savoir, et particulièrement, non, des fonctions, de la fonction de la grande salle, mais aussi des tournois qui se déroulent devant le château ou à l'intérieur, du château et les différents rôles, des acteurs du château. Alors tout d'abord, l'évolution de la construction du château. Tout d'abord, comment on est passé du château de bois à la forteresse en maçonnerie? Il faut savoir que quand on construisait des châteaux de bois, les premiers châteaux forts apparaissent, dans l'empire de Charlemagne, entre, la France et l'Allemagne. Enfin les premiers châteaux du royaume de France. Ils apparaissent à ce moment-là. Hem, donc avant le 10e siècle, pendant la décadence de l'empire carolingien, hem et la pression des raids, vikings et hongrois, on a les premiers châteaux en terre de bois avec une enceinte circulaire. Donc là, je vais vous mettre l'architecture, je vais pour que vous puissiez schématiser, le château en mode de bois. Donc il faut savoir que les premiers châteaux avaient une enceinte circulaire avec un remblai, une palissade et des logements avec un toit de chaume et une écurie, ainsi qu'une basse-cour. Pour la basse-cour, elle était composée d'une écurie où, on y mettait les chevaux ainsi que les chiens, les les granges ainsi que les granges qui étaient, en bas de la grosse tour. Il y avait les artisans qui travaillaient, il y avait des ateliers de tissage ainsi que des réserves de voix, des réserves de bois, des pressoirs de vin, des grosses fermes, hem, heu et on y trouvait aussi les domaines de volailles. Il y avait un pont volant qui permettait de passer de la basse-cour à la tour du seigneur et cette tour était bâtie sur une motte, comme les traces, archéologiques, peuvent le montrer.
donc oui, bâti sur une motte de bois par un chemin en ronde, muni d'un bardeau de bois. Il y avait un bardeau de bois qui était, sur le toit et un pilotis pour libérer, l'espace, sous la tour. Voilà. Alors, les mottes sont faites de plusieurs couches de terre damée, mais il n'est pas certain que cette méthode ait été, réellement employée, par exemple, dans le château d'Hastings en Angleterre. Donc là, je donne, justement un schéma sur, ces plusieurs couches de bois qui illustre, la construction en plusieurs couches de bois. Voilà. Heu, alors comme la majorité des châteaux ont évolué progressivement, on a peu de traces, sur, les châteaux de bois, restants. On en a quelques-unes, comme par exemple, en Angleterre à Pleshay ou, aussi, à Baley Castle, où on y voit, quelques vestiges, des archéologiques des anciens, châteaux, en bois. Heu, mais il y a peu de vestiges car comme je l'ai dit, à partir du Xe siècle, là, les seigneurs commencèrent à construire des châteaux en pierre. Il faut savoir que, heu, les constructions étaient plus lentes et plus coûteuses, ça nécessitait beaucoup plus de main-d'œuvre. Heu, les donjons en pierre commencent à partir, du XIe siècle. Les Normands, bâtissent de grosses tours capables de résister aux incendies à partir, je dirais les premières constructions ont peut-être commencé vers, 1066. Hem, En ce qui concerne les défenses extérieures de bois, elles sont remplacées progressivement par, de la maçonnerie qui entoure les donjons. On peut parler par exemple, de la chemise, de Restormel, heu, qui avait un solide mur de pierre délimitant, la cour. Ensuite, il y avait alors cette construction davantage défensive a permis, pendant les batailles, de développer des techniques offensives de la part des assaillants, comme par exemple, les brèches faites avec des projectiles lancés par des engins de guerre, les sapes, pour, détruire, la base des murs et aussi la capacité à creuser des galeries souterraines au cours des batailles. Le bois étant resté, par exemple pour les hourdes de bois, voilà, en ce qui concerne les hourdes de bois, on a un exemple en Seine-et-Marne qui a été construite au milieu du XIIe siècle, donc le donjon de Provins qui se situe en Seine-et-Marne. Hem, il y a aussi de solides prisons qui ont été construits, au cours du XIe-XIIe siècle, dont une, en Angleterre qui a permis, par exemple, après la bataille d'Azincourt, de mettre le duc d'Orléans en captivité en 1415. Alors, certes, c'est tard, mais cette prison a été construite bien avant, au cours, juste entre le X et XIIe siècle. Ensuite, en ce qui concerne les fenêtres, on a des fenêtres en cintre, qui émergent pour émettre de la lumière dans le château, qui sont assez petites pour qu'il y ait peu, d'ouverture pour l'ennemi, pour que la cible soit davantage restreinte et qui ont davantage un style, roman. Hem Et enfin, on a aussi les baies et les géminées pour, laisser passer davantage la lumière pour les logis des châteaux. Le drapeau qui porte le blason du propriétaire, est visible et distinguable. C'est pour ça qu'on le positionne sur le donjon, à partir du moment où les châteaux, en maçonnerie de pierre apparaissent. Enfin, on a par exemple, le château d'Oxford qui a, de multiples de facettes, comme le château d'Angers également, que ce soit le château d'Oxford ou le château d'Angers. Ce sont 2 exemples qui montrent que, on est passé en fait, d'une forme circulaire, assez régulière, à, une forme de polygone assez irrégulier avec des tours d'angle, talutées à la base pour empêcher, justement,
la, la sape. Voilà. Si j'ai pas tout montré, voilà. Alors pourquoi j'ai parlé de l'évolution des châteaux? C'est tout simplement parce que à l'image de l'évolution de l'architecture, de la construction du château, la vie dans le château s'est progressivement complexifiée. J'ai démontré, par exemple avec les châteaux de bois que la vie au château était, à ce moment-là, un peu plus simplifiée. À partir des châteaux, heu, en maçonnerie, la vie à l'intérieur du château, commence de plus en plus à se complexifier au niveau des cérémonies, au niveau des festivités, et ça, on va le voir par la suite. Tout d'abord, en parlant de l'importance de l'église, au sein du château et au sein des villages et particulièrement des châteaux. À partir du XIIe siècle, tous les villages, et particulièrement les villages entourés d'une enceinte, possèdent une église en pierre surmontée d'un clocher. L'église est au centre du village et le tombeau de la famille du seigneur se trouve à l'intérieur, de l'église. Ceux des habitants, les habitants sont enterrés dans le cimetière autour de l'église. Cet espace religieux, c'est le cœur du château. Il permet de mettre les habitants en communion durant les fêtes, religieuses, et il devient un lieu de célébration commun pour tous les habitants, lors des grandes fêtes. Les nouveaux-nés sont baptisés dès le départ, c'est pour ça que l'église prend de l'importance, afin d'être inscrits dans les registres paroissiaux et pour rassurer les fidèles en ce qui concerne, leur sort après la mort, puisque c'est la préoccupation centrale, au cours de cette période. Surtout à partir du XIIIe siècle où la mortalité infantile devient élevée, donc là le baptême devient d'autant plus important. L'église permet aussi aux seigneurs de marier, de faire des cérémonies de mariage pour leurs filles afin de conclure des alliances. Le mariage prend plus d'importance, particulièrement au milieu du XIIe siècle, lorsqu'il est davantage. Parce qu'à partir du milieu du XIIe siècle, euh, le mariage est considéré davantage comme un sacrement. Il faut savoir aussi que l'Église interdit la viande pendant 100 jours, ce qui fait que, oui, les jours maigres, il y a les jours maigres, la période qui interdit de manger de la viande, ce qui fait que la consommation de poisson est plutôt supérieure à la viande, même chez les seigneurs. Et les nombreuses fêtes religieuses fait qu'en moyenne, même si la plupart des serviteurs et servantes du château travaillent du matin au soir, ils n'y travaillaient évidemment en moyenne au cours de la période médiévale, même si par rapport à certains siècles ça changeait, en moyenne ça travaillait plutôt 2 fois, 2 ou 3 fois, 2 à 4 fois par semaine, voilà. Alors ensuite, on va parler de l'architecture, au château. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a les logis seigneuriales pour le seigneur et sa dame, qui se banalisent à partir du milieu du XIe siècle et qui se situent au premier étage. Hem, le logis seigneurial est composé d'un grand lit dans une chambre, située à côté de la salle où d'autres dormeurs sont couchés, sur une, paillasse. Donc on peut par exemple, le voir, le démontrer avec le logis de Guédelon, hein, qui se situe dans l'Yonne au XIIIe siècle, en Bourgogne. Hem, à partir du milieu du XIVe siècle, une famille noble dispose de plusieurs pièces dans le logis et des tours. Leur espace privé s'élargit à l'image du château. Après, il faut savoir que le confort dans un domaine seigneurial, dans une demeure seigneuriale, varie selon leur fortune. Mais en tout cas, pour les plus fortunés d'entre eux, l'espace privé des nobles qui vivent dans le château s'élargit de plus en plus. Il y a la chambre des parements qui se banalise à partir de la fin du XVe siècle, qui est munie d'un lit ostentatoire. C'est une chambre publique pour recevoir les invités. La chambre de retrait ou la chambre à coucher qui est composée de latrines, de garde-robe ainsi que d'un cabinet, mais aussi d'un cheminée pour être réchauffé pendant l'hiver.
Le confort donc comme je les celliers aussi, les celliers en dessous de la grande salle qui permet de placer les réserves, de nourriture et on essaye de les remplir, particulièrement pour, l'hiver. Ils se situent juste en dessous de la grande salle. Hem, enfin les réserves, d'eau près, qui sont, pr alors les réserves d'eau qui sont près et qui se situent, vers, les citernes de la tour, à l'intérieur d'un puits. Par exemple, on a les les traces à Sucino dans le Morbihan vers la fin du XIVe siècle, 1380 approximativement. Le duc de Bretagne a ses étuves, ou bains de vapeur, qui se situent, dans ces endroits-là, dans ces citernes. Les seigneurs prennent effectivement leur bain une fois, dans la semaine. Il y a aussi, l'importance pour, les soins donc ça permet, oui, parce que les soins du corps avaient leur importance et étaient renforcés par, les plantes et les infusions qui étaient bien connues par, les dames du château et il faut savoir que le barbier, indépendamment de sa profession de couper, la barbe et les cheveux, savait aussi soigner, les fractures de base. Heu, les grands seigneurs aussi ont parfois, des médecins personnels qui, les accompagnent lorsqu'ils se déplacent. Il y a aussi la grande salle du château située à l'étage au-dessus des celliers, mais pour la grande salle, elle a une fonction bien spéciale et on va y revenir plus tard, dans la deuxième partie. Heu, dans le château, évidemment, il y a aussi, l'importance des hivers, donc l'importance d'essayer, d'avoir des hivers, moins froids, à l'intérieur du château. Les tentures et les tapisseries sont là pour ça. Elles permettent de limiter les courants d'air en hiver. Il y a un fond qui brûle sans arrêt dans les cheminées. Les soirs, on allume les bougies de cire et les lampes d'huile. Le matelas de laine et de il y a des matelas, en laine et en plumes, mais aussi en plumes posées sur, des paillasses, ainsi que des draps, des couvertures, et des fourrures pour, évidemment avoir, moins froid, quand on dort. Alors ensuite, après avoir abordé, l'architecture intérieure, l'importance, de l'église et l'évolution de l'architecture, de la construction, des châteaux, on va passer au rôle, des différents acteurs, du château. Donc tout d'abord, je vais citer les différents acteurs dans les châteaux, dans les grandes lignes. Il y a le seigneur qui porte l'autorité du fief, évidemment. Il circule à cheval, et pour son prestige et il prend les décisions en signant les différents traités. Hem, il cherchera, évidemment, au fil des siècles, le seigneur, cherchera, le luxe, pour son image par exemple, en essayant d'acquérir, la vaisselle d'argent comme les différentes épices et cetera. Il essaiera en fait de montrer sa richesse pour son prestige personnel. Heu, Ça peut être aussi en obtenant des vêtements comme les chaudes fourrures ou des vêtements ayant des couleurs vives, qui sont aussi une marque de luxe et donc une marque, de prestige, heu, pour lui et pour l'ensemble de sa maisonnée. Comme par exemple, des chemises de soie venues de Chine, des fourrures de renard, d'hermine ou d'écureuil. Il y a également la dame, donc qui elle aussi essaye comme le seigneur, donc l'épouse du seigneur, qui essaye évidemment, heu, de démontrer ses marques de richesse pour le prestige, de son fief. Elle s'occupe des réserves de nourriture, des vêtements, hem, des
Elle est chargée de s'occuper de la gestion de toute la maisonnée, de la gestion du matériel de toute la maisonnée, des ressources. Elle se déplace aussi à cheval, pour son prestige évidemment, pour faire respecter son statut, et elle s'occupe parfois à broder devant la fenêtre. Le chapelain a aussi son importance, on a parlé de l'importance de l'église. Le chapelain, évidemment, est là pour baptiser les nouveau-nés, il s'occupe de la messe, mais aussi de l'éducation des enfants. Il a donc le principal rôle d'oratores. Le chef de la garnison est chargé de surveiller les environs de château. C'est lui le maître d'armes. Et donc, c'est lui qui est chargé d'entraîner les écuyers. Les écuyers, justement, qui sont les fils de nobles. Ça peut être les voisins alliés, ou encore des cousins qui viennent apprendre à combattre auprès du maître d'armes, mais aussi pour se mettre au service de la dame. Euh, le palefrenier qui est là pour entretenir l'écurie, pour soigner les chevaux. Selon la fortune qu'il a, mais aussi selon la fortune du château, il peut posséder des destriers. L'intendant est là aussi pour tenir les comptes, collecter les impôts, diriger les travaux agricoles qui se situent à l'extérieur de l'enceinte, par exemple. De superviser les terres exploitées par le seigneur. Euh, Évidemment, il y a les enfants qui sont proches de leur nourrice s'ils ne sont pas légitimes. Pour les enfants des seigneurs, c'est un peu différent, évidemment, puisqu'ils auront une éducation différente. Ça, on en parlera plus tard. Les serviteurs et les servantes sont au service du seigneur, que ce soit en tant qu'ouvriers agricoles, que ce soit en tant que cuisiniers ou artisans. Ils sont au service du Seigneur en échange de leur protection, euh, et aussi en échange d'être nourris, etc. Hum, Il y a différents rôles, et ça, on va en parler dans la sous-partie suivante, dans les différents rôles pendant les festivités qui se déroulent dans la grande salle. Et enfin aussi, il y a des itinérants aussi, comme les troubadours, qui se généralisent à partir du XIIe siècle, comme les poètes, les jongleurs, souvent itinérants également, venant présenter leurs œuvres, leurs chansons à la cour des différents seigneurs. Voilà. Alors, en ce qui concerne la grande salle, j'ai rapidement abordé ça tout à l'heure, et j'ai décidé de m'y attarder parce que c'est une salle qui a son importance. Tout d'abord, c'est une salle pour que le Seigneur puisse exercer sa justice. En ce qui concerne la justice, donc les procès ont lieu dans la grande salle. La majorité des peines étant des amendes. Il y a aussi la personne qui est interpellée, qui est jugée et emprisonnée d'abord, et il peut parfois attendre longtemps avant que son procès ait lieu. Et dans le pire, alors si la majorité des peines sont des petites amendes, des amendes assez variées, les crimes de haute gravité peuvent être punis de bannissement ou de peine de mort. Voilà. Mais la grande salle, c'est surtout une salle pour les grandes festivités. C'est une salle qui est aussi grande plus ou moins aussi grande qu'un terrain de basketball actuel. Euh, donc c'est le lieu de festivité, donc c'est le lieu de l'étiquette. Euh, Elle est située au-dessus des celliers et des cuisines. Ce qui facilite évidemment le service pour les queues qui sont les cuisiniers, au service de la dame, qui est chargée d'organiser les festivités. Si le seigneur a les moyens, il peut avoir un maître-queux à son service. Donc oui, un chef cuisinier de haut rang, évidemment. Les bonnes manières sont respectées. Tout d'abord, il y a l'accueil des invités. Les invités sont en vêtements de velours et de soie, comme ceux qui reçoivent. La procession au début ils commencent en accédant à l'escalier extérieur, puis ils franchissent la porte en découvrant les murs ornés de blasons et de peintures qui illustrent la chevalerie. Euh,
Ouais, qui illustre la chevalerie, c'est ça et en gros qui permet, heu, de démontrer, le prestige du seigneur. Le festin se compose, de plusieurs services, heu, ce qui est très important au cours, du repas. Celui des viandes rôties notamment est le plus attendu. L'écuyer est chargé de découper, la viande, particulièrement le chapon et l'agneau. C'est pour ça parce que le maniement du couteau fait partie de l'éducation des jeunes aristocrates. Les entremets qui n'ont rien à voir avec les entremets actuels, à l'époque, ils étaient surtout salés. C'est après le 16e-17e siècle qu'ils sont de plus en plus, sucrés. Ils sont servis entre 2 plats durant la période médiévale, voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a l'importance, du plaisir des yeux pour les invités, qui doit être organisé. Par exemple, en 1378, les invités voient arriver, à la table. On a l'exemple d'invités qui voient arriver à la table un bateau et une tour assiégée pour le plaisir du spectacle. On a aussi l'exemple de Maître Chicard, un cuisinier du duc de Savoie qui est réputé pour avoir su cuisiner ses sangliers au XVe siècle. Euh, oui, ces sangliers on les appelait les sangliers crachant du feu, qui étaient des sangliers c'était un cuisinier de haute réputation pour ce qu'il savait faire. Les chansons aussi à son importance puisqu'il est présent pour remplir les verres des jeunes nobles invités. Euh, Progressivement, en fait, pour éviter les empoisonnements vers la période médiévale tardive, il y a même un officier de table assez fiable qui est là pour éviter que le roi, que dis-je, que le seigneur soit empoisonné. Il faut savoir aussi qu'il y a l'importance des graines. Les graines se diversifient avec les épices d'Orient achetées chez l'apothicaire. C'est aussi un prestige pour les différents seigneurs d'avoir des épices d'Orient, une démonstration de richesse. Euh, et que ces épices en plus permettent évidemment une meilleure digestion, comme par exemple le gingembre, la girofle, la cannelle, le muscade, qui sont par exemple les épices les plus prestigieuses. Le poivre devient de plus en plus abordable vers la période tardive, la période médiévale tardive, c'est-à-dire à partir du 14-15e siècle. Euh, voilà. Ensuite, cette salle des festivités, la grande salle, était active, par exemple, pour les fêtes religieuses, comme les fêtes de Noël, de Pâques, la Saint-Michel, mais aussi le mariage, et aussi après les tournois, par exemple, c'était important de mettre en place des festivités, aussi après la signature de certains traités d'alliance, par exemple. Voilà. Et on a parlé des troubadours. Il y a aussi des musiciens qui sont présents, qui vivent également dans le château, qui ne sont pas forcément itinérants, qui sont là, qui jouent de l'instrument comme le tambourin, la flûte, la vielle également, et qui sont là pour faire danser au cours de la cérémonie des écuyers qui dansent la farandole ou l'estampille. Et chose qui n'a pas changé par rapport à notre époque, c'est qu'évidemment, le meilleur danseur est celui qui a le plus de succès, évidemment. Voilà. Ensuite, enfin, je vais aborder le tournoi qui a lieu au tout départ dans les champs se trouvant devant les châteaux. Euh, Puis par la suite, qui se déroule au sein du château, à partir du XIVe siècle. Alors tout d'abord, le tournoi est pratiqué entre le 9e et le 16e siècle. Et ce sport médiéval connaît son apogée entre 1125 et 1225. Il faut savoir que c'est important parce que les riches seigneurs recrutent lors de ces tournois. On a l'exemple de Du Guesclin, par exemple, qui dans l'anonymat, a réussi à gagner 14 joutes de suite sans avoir de blason et qui, plus tard,
après, avoir, bien taillé sa réputation, a été recruté, par, la cour du roi pour devenir, le commandant, des armées du roi de France au cours, du conflit, de la guerre de Cent Ans. Alors, pour participer à ce tournoi, il est nécessaire évidemment de prendre les codes de la chevalerie. Je vais les aborder dans les grandes lignes parce que, heu, on en parlera, la semaine suivante, plus en détail, mais pour l'instant, dans les grandes lignes, en ce qui concerne, la chevalerie pour pouvoir accéder au tournoi, heu, la première étape, c'est évidemment, après que le fils, du noble ait appris à marcher, il est tout de suite posé sur selle. Il passe parfois plus de temps, à cheval qu'à pied. Ensuite, ensuite, bien plus tard, dans la seconde étape, il commence à partir chez un haut seigneur pour apprendre à combattre, avec différents fils, de châtelains. Donc différents fils de châtelains apprennent à se battre ensemble jusqu'à 18 ans. À 14-15 ans, ils commencent à avoir un rôle d'écuyer, auprès du seigneur. Et enfin, dans l'étape 3, l'adoubement qui apparaît sous Philippe Ier en 1060, et qui marque la fin de l'apprentissage, même si, au fil des siècles, de moins en moins de nobles le font à partir du XIVe siècle. Alors la cérémonie devient, de plus en plus prestigieuse et donc de plus en plus luxueuse. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Toutefois, au cours de la cérémonie, après avoir été adoubé, le le chevalier, est muni l'écuyer qui devient chevalier est muni d'une épée et de son cheval. Au XIIe siècle, faut savoir, qu'au XIIe siècle, heu, le chevalier, heu, est protégé par un haubert de mailles qui couvre le corps, jusqu'aux genoux. Hem Et pour les écuyers, il y a l'aubergeon qui est plus court. Hem, enfin pour les écuyers, ouais, l'aubergeon est plus court, il ne couvre pas, la totalité du corps. Tandis que les soldats qui sont à pied sont sans armure de métal. Et ça, je parle de ça, pour, les batailles qui se déroulent, souvent dans les champs qui se trouvent dans des endroits proches du château, voire dans les châteaux. Alors en ce qui concerne les joutes, en ce qui concerne les tournois, les joutes sont là pour le spectacle. Les premiers tournois, il y a de plus en plus de tournois qui se déroulent vers le milieu du XIe siècle, dans le nord-ouest de la France par exemple, au départ sur les champs. Hem Et c'est de là d'ailleurs, que vient le terme, champion, celui qui domine les champs justement. Ça commence avec des mêlées, comme vous pouvez un peu le voir dans le sans micro. Donc les mêlées, heu, dont le but est de mettre des coups d'épée et de lance, entre les 2 équipes. Ce sont 2 équipes qui se chargent au galop pour se mettre des coups d'épée et de lance. Ça se déroule juste devant le château. Comme il y a de nombreux accidents à ce moment-là, l'église menace plusieurs fois d'interdire, ce genre de tournoi. Hem et c'est pour ça justement que le tournoi va progressivement changer au cours du XIVe siècle. Les tournois au XIVe siècle se déroulent, dans les enceintes, donc dans les châteaux, près des villes, et ils sont attractifs, ils attirent des milliers de bourgeois, des milliers de personnes et surtout des bourgeois, fortunés. Et là donc on a, comme vous avez pu le voir dans certains livres, comme vous avez pu le lire dans certains ouvrages et le voir dans certains films, un duel entre 2 champions et dont le but est de briser la lance ou de désarçonner l'adversaire. C'est donc celui qui brise la lance ou qui désarçonne l'adversaire, la lance de l'adversaire, ou qui désarçonne l'adversaire, qui l'emporte. À la fin, la dame ou la demoiselle remet la récompense, ces récompenses évidemment sont des, peuvent être des vêtements, du château, des vêtements, heu, appartenant au seigneur du fief, qui peuvent être, des vêtements en argent, des vêtements de luxe, mais aussi des bijoux, des armes particulières. Et faut savoir que les comtes et les ducs payent, les services des jouteurs pour renforcer leur prestige et pour se montrer dans les, différents châteaux. Voilà.
Alors, avant, les tournois au château, justement, on a un défilé avant les joutes des différents participants qui permettent de montrer évidemment leurs armoiries. Voilà, leurs différentes armoiries. Donc, par exemple, quand on voit les différents blasons, on a le noir qui est la prudence, le rouge qui est le courage, le bleu qui symbolise la loyauté, le blanc et l'argent la pureté, le vert pour la courtoisie et l'or pour l'amour ardent, par exemple. Voilà, donc pour le tournoi, j'ai fait le tour. Alors globalement, dans cet exposé, j'aurais pu parler aussi de la gestion des châteaux euh, pendant les guerres. J'en ai un petit peu parlé dans les grandes lignes. J'aurais pu parler aussi des activités agricoles à l'extérieur des murailles, mais pour ça, et également des maisons paysannes, mais ça serait plus sur un sujet autour de la paysannerie. Mais j'ai abordé tous ces points-là parce que ça permet de comprendre que la complexification, la complexification, l'amélioration de l'architecture des châteaux, qui passent des châteaux de bois aux forteresses, euh, est à l'image en fait la complexification de la vie au sein du château est à l'image de l'amélioration de l'architecture du château. Euh, et en fait, à partir du moment où on voit la vie dans le château devenir de plus en plus complexe, avec l'augmentation du nombre de services au cours des festivités, etc., on peut se demander si il n'y a pas, comment dire, si l'évolution de la vie dans le château euh, n'est pas finalement, au cours de la période médiévale centrale et tardive, euh, n'a pas quelques éléments de prémices à la vie du château de Versailles, par exemple. Voilà, au cours du XVIe et XVIIe siècle. Alors, en ce qui concerne les recherches, il y a deux livres dont je n'ai pu obtenir que des extraits. Par exemple, Jacques Levron, Le Château fort et la vie au Moyen Âge, mais aussi Frances et Joseph Guess, les frères Guess, avec la vie, dont leur ouvrage s'intitule La vie dans un château médiéval, et où un certain auteur, Martins, qui a écrit Le Trône de fer, s'est inspiré de cet ouvrage écrit par les frères Guess. Voilà.